Vous n'allez pas devenir riche avec 1000 euros. Voilà, c'est dit. On commence le podcast de cette façon, comme ça sera plus simple, mais c'est un fait. C'est-à-dire que là, vous avez sûrement cliqué sur ce podcast, comment investir ces 1000 premiers euros, et vous vous êtes dit, ok, il a sûrement des investissements intéressants qui vont pouvoir me faire faire x5, x10, x30, x50, etc. Sauf qu'il y a quand même une théorie très simple en investissement qui dit que si le patrimoine de départ il est très faible, et 1000 euros, je considère que c'est très faible, en tout cas pour devenir riche, dans ce qu'on appelle riche dans les standards de notre société, ben c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est quasiment impossible. Donc, on peut déjà s'enlever ça de la tête. On ne deviendra pas riche avec 1000 euros. En investissement, si on veut devenir riche grâce aux investissements, il y a deux possibilités. Soit on a de la chance, c'est-à-dire qu'on fait fortune. Avec 1000 euros, on investit dans une crypto hyper peu capitalisée, dans une toute petite action, quoi que ce soit, et on trouve la possibilité de faire un x100, voire plus. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare. Et surtout, vous avez un gros risque de perdre vos 1000 euros de départ. Soit on accepte qu'on ne deviendra pas riche et simplement on investit nos 1000 euros qui vont nous servir déjà à mettre un premier pied dans l'investissement et ensuite à remettre un petit peu d'argent, une partie de notre salaire ou quoi, dans notre portefeuille de 1000 euros de départ pour le faire grossir et pour le faire fructifier sur une certaine période. Mais on ne devient pas riche avec 1000 euros. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc à quoi va servir ce podcast ? Il va servir à expliquer concrètement ce qu'on peut faire avec 1000 premiers euros en investissement et à quoi ils vont servir. Et ils vont pas servir à devenir riche. Donc, il y a une version alternative à ce podcast que je pourrais faire qui est que on peut pas devenir riche avec 1000 euros. L'objectif de l'investissement, c'est globalement de devenir riche. Donc on devrait investir sur soi-même. Et c'est souvent ce qu'on entend. Le fameux « oui, mais moi, avec 1000 euros, j'investirais sur moi-même si je devais recommencer ». C'est un peu la méthode facile. Et c'est la méthode vraie, pour le coup. Sauf que investir sur soi-même, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on va faire un podcast sur comment investir sur soi-même. Mais c'est vrai qu'avec 1000 euros, si on veut vraiment devenir riche, on doit utiliser ces 1000 euros pour investir sur soi-même. Ce qui va nous permettre de générer plus et donc ensuite de les investir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez le cheminement ? Mais le podcast d'aujourd'hui, c'est comment on investit concrètement, comment on place ces 1000 premiers euros. Si vous avez commencé et que vous voulez investir 1000 euros maintenant, ce sont normalement vos premiers pas dans l'investissement. Peut-être que vous avez fait des petites expérimentations, peut-être que vous aviez un petit peu plus mais que vous aviez tout perdu et que vous recommencez avec plus de solidité, plus de base, mais je pense pour une grande partie d'entre nous, ce sont nos premiers pas dans l'investissement. La première chose, ça va être de garder les choses le plus simple possible. Est-ce que ça vous parle, la courbe de Dunning-Kruger ? Alors bon, on est en podcast, donc je ne peux pas vous l'expliquer avec des schémas, mais la courbe de Dunning-Kruger, en gros, c'est une courbe de la connaissance. Quand on se forme dans un domaine, imaginez que je vais me former en astrophysique, un truc un peu technique. Il y a le moment où on commence à se former, on se dit « ok, je sais rien ». Ensuite, je passe 5 heures à me former sur des trucs, et là je me dis « ok, là je commence à vraiment devenir chaud ». Ensuite, on passe 10 heures, et on commence à se dire « ah, finalement, c'est pas si facile que je le croyais ». On passe 20 heures, et on se dit « oh putain, en fait, je savais rien du tout ». Quand on était à 5 heures, je savais rien du tout. Et là, on passe 30 heures, 40 heures, 50 heures. On se rend de plus en plus compte qu'on sait rien, et au bout d'un moment, on se dit, ok, là, au bout de 50 heures, je me suis vraiment rendu compte que je savais rien, et je vais recommencer sur des bonnes bases à réapprendre proprement pour arriver à 100 heures et pour vraiment savoir des choses. Comprendre que je ne sais pas est la première étape. Et ça, c'est la courbe de Dunning-Kruger. La courbe de Dunning-Kruger, en gros, vous voyez ça un peu comme un gros manège, ça va être plus simple à illustrer. C'est vraiment la courbe de la perception de la connaissance. D'accord ? On croit qu'on sait. Donc en gros, il y a le gros manège qui monte. On croit qu'on sait, qu'on est vraiment chaud. C'est les 5 premières heures, ça y est. J'ai appris énormément de choses durant ces 5 heures. En fait, c'est pas si dur. Et après, le manège descend d'un coup. Pouah. C'est les 10 heures qui arrivent après. On se dit, oh putain, en fait, je sais rien du tout. Et là, on est dans une sorte de désillusion, on est tout en bas, et on remonte tranquillement sur des bases vraiment solides. Mais on a cette ascension. Ça, c'est la courbe de Dunning-Kruger. Et ça, c'est ce que vous allez sûrement vivre si vous rentrez dans l'investissement.
C'est-à-dire que vous allez regarder 2-3 vidéos sur les actions, les cryptos, l'immobilier, l'or, les métaux précieux, peu importe. Et au bout de 5 heures, vous allez vous dire, bah c'est bon, je sais. Je sais comment investir, je sais quoi faire, je sais comment me diversifier, je sais tout. Et au bout de 5 heures de plus, vous êtes cru chaud, vous avez placé votre argent, etc. C'est pas forcément 5 heures, ça peut être aussi au bout de 6 mois, quand vous voyez les résultats de ce que vous faites, vous avez investi. Et là, vous vous rendez compte que vos investissements baissent. Bizarre, pourtant je croyais tout connaître. Au bout d'un an, vous vous rendez compte que ça baisse encore. Bon, finalement, je connaissais rien. Vous êtes en pleine redescente de la courbe de Dunning-Kruger, et là, vous vous dites, ok, je me suis rendu compte que je ne savais pas. C'est la première étape. Et donc, je vais essayer de remonter tranquillement, de me former, et plus vous vous reformez, plus vous vous rendez compte à quel point vous ne saviez rien. Tout le monde passe par là, dans l'investissement. Et même si vous savez que vous pouvez passer par là, vous allez quand même passer par là, d'une certaine manière. Donc, avec vos 1000 euros, gardez les choses simples. Gardez les choses simples, c'est trop facile d'arriver, de regarder une vidéo et de vouloir directement investir dans des produits exotiques, dans des trucs hyper peu capitalisés, de prendre beaucoup de risques, etc., d'avoir 1000 positions. Non. Croyez-moi, c'est du Dunning-Kruger. Tout le monde se mange un Dunning-Kruger, personne n'y échappe. Donc gardez les choses simples. D'accord? Ça veut dire quoi, garder les choses simples? Ça veut dire vos 1000 euros, vous les investissez pas dans 1000 positions. Et vous les investissez pas dans des positions extrêmement compliquées. La première étape que je dirais, c'est de ne pas trop se diversifier avec vos 1000 euros. Allez, 5 actifs ou classes d'actifs maximum. D'accord? Pas plus. 5 positions maximum. Ça fait 200 euros par position, c'est très bien. N'allez pas mettre 50 euros là, 50 euros là, 50 euros sur l'or, 50 euros sur le platine, 50 euros sur Bitcoin, 50 euros sur une autre crypto. Bref, ça sert à rien. Sincèrement. Ensuite, maintenant que vous savez qu'il faut garder les choses très simples et de ne pas trop vous diversifier, 5 actifs maximum, vous allez devoir définir des objectifs avec ces 1000 euros. Quand je dis des objectifs, c'est pas une target, d'accord? Arrêtez avec les targets. Encore une fois, c'est du Dunning-Kruger. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'investissement depuis moins d'un an, par exemple, et que vous dites, ok, je veux faire x10 avec mon investissement, c'est du Dunning-Kruger. Parce que cette target, elle sort de nulle part, elle sort juste de votre cerveau, de ce que vous aimeriez faire. Une target, c'est une cible, pardon. Désolé pour l'anglais, le franglais. J'essaie de pas en faire, mais il y a quelques mots quand même qui sont un petit peu plus relatifs à l'anglais dans l'investissement. Mais je vais essayer. Parce que j'aime pas trop les gens qui font du franglais. Donc définir un objectif, définir une cible. Mais une cible, c'est pas un multiplicateur. C'est pas je veux faire x10. L'objectif, la cible, c'est un chemin vers votre but. D'accord? Par exemple, c'est quoi le chemin d'un investissement de 1000 euros? Bah, ça peut être, ok, moi, le chemin que je veux accomplir pour arriver à mon objectif, c'est je veux investir 1000 euros parce que j'ai 1000 euros de côté pour me former dans l'investissement, puis ensuite 20%, 10% de mon salaire tous les mois pendant 10 ans sur ce portefeuille-là. Mon objectif, c'est que d'ici 10 ans, j'aurai un certain patrimoine, quand même, parce que si vous avez, je sais pas, on prend un salaire de base 1500 ou 2000 euros, allez, on prend 2000 euros, comme ça c'est plus simple. Vous prenez 10%, ça fait 200 euros, vous investissez 200 euros par mois pendant 10 ans, ça fait déjà plus de 10 000 euros. Donc, il est possible que si vous fructifiez, vous puissiez arriver à des sommes qui sont déjà sympathiques. Et donc que les 1000 euros vont servir à me former, vont servir à me faire un premier pas dans l'investissement. Après, vous pouvez essayer d'établir un objectif. À quoi vont me servir ces 10 000 euros dans 10 ans? Bah, peut-être que si ça s'est bien passé, je peux acheter un peu d'immobilier et commencer l'immobilier, éventuellement. Peut-être que mon objectif, c'est pendant 30 ans, parce que là, c'est un peu chaud, situation économique, politique, etc. Je pense que ça va être compliqué d'avoir une retraite. Moi, j'aimerais que, voilà, je me sécurise ma propre retraite. J'aimerais, par exemple, être retraité, si c'est possible, à 50 ans. Ok, c'est mon objectif. J'ai 30 ans actuellement, voilà. Bref, il y a plein d'objectifs. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne mettez pas une cible, ne mettez pas je veux faire x10. Mettez une temporalité. Évitez de dire je veux faire x10, je veux faire x2, etc. Vous pouvez, là, on l'a tous dans la tête, on va pas se mentir, mais surtout, mettez une temporalité. Dites-vous, ok, pour combien de temps je vais tenir cette position et je vais tenir ce portefeuille? Évidemment,
je peux le modifier, je peux vendre une partie, je peux faire des évolutions, mais combien de temps dure votre chemin? Ok, 10 ans, 20% de mon salaire pendant 10 ans, c'est mon objectif. Petite pause pendant que je bois mon petit café, mais si vous n'avez pas mis 5 étoiles, les potes, sur Apple Podcast, sur Spotify, etc., je vous demande vraiment de le faire, s'il vous plaît. Le podcast est en train de super bien se référencer dans la catégorie affaires investissement. C'est dur de lancer un podcast, ça prend beaucoup de temps au début, c'est très peu rentable, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, je le fais par plaisir. Donc si vous voyez une valeur ajoutée, que vous êtes en train de courir, etc., voilà, quand vous rentrez, que vous reprenez votre téléphone, que vous éteignez Strava, vous passez sur Spotify, vous mettez 5 étoiles, je vous jure que pour vous, ça c'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Maintenant, on investit dans quoi? Parce que vous avez cliqué pour ça à la base, pas se mentir. On investit dans l'or, on investit dans l'immobilier, dans les cryptos, dans la bourse. Dans quoi on investit? Alors, je vais vous donner des actifs après. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire ce podcast où vous croyez que je vais vous dire dans quoi ou quoi investir et au final ça n'arrive pas, je sais que c'est très désagréable. Mais avant, il faut quand même qu'on comprenne une notion, qui est la notion de risk-reward. Encore un petit peu d'anglais, en français ça fait risque-récompense. La notion de risque-récompense, tout simplement, c'est un ratio, une équation, non pas du tout une équation, une fraction, pardon, avec en haut le risque et en dessous la récompense. Quel est le ratio de risque que je vais prendre quand je prends une position, quand j'investis dans quelque chose, par rapport à la récompense que je vais avoir? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce ratio? On veut déjà avoir conscience qu'il existe. Pourquoi? Parce que imaginez que vos 1000 euros, votre objectif c'est de les faire fructifier tranquillement, année par année, pendant 20 ans pour votre retraite. Et que pour faire ça, vous investissez dans une toute petite crypto qui a une possibilité de faire x10, mais qui a aussi une possibilité de perdre 99% de sa valeur. Là, vous avez un ratio de risque-récompense qui est décorrélé par rapport à ce que vous voulez faire avec votre investissement. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un plan, d'avoir votre chemin, etc. Parce que votre ratio risk-reward va être directement corrélé à vos objectifs. Par exemple, cette petite crypto-monnaie, elle a un très gros niveau de risque, mais par contre, elle a aussi un très gros niveau de récompense. Si j'investis dans Apple, je prends moins de risques. Dans l'or, par exemple, je prends moins de risques, mais par contre, je sais que les récompenses vont être plus faibles. Je ne vais pas faire x30 avec Apple ou avec l'or. Et donc, cette notion de risk-reward, elle est extrêmement importante. Alors, ça se mesure en trading, etc. L'objectif, c'est d'en avoir juste une idée pour l'instant. Je vous rappelle qu'on est nouveau dans l'investissement, on a nos 1000 euros, etc. Il faut une notion de risk-reward. Comment on mesure notre notion et comment on mesure notre risk-reward par rapport à là où on voudrait aller? Alors, j'ai envie de vous dire que ça se fait quand même beaucoup à l'expérience quand même. C'est-à-dire que vous allez voir les charts, vous allez regarder, vous allez voir un peu les évolutions, le pourcentage, etc. Ça se fait à l'expérience, mais il y a aussi une notion qui est très importante, c'est la notion de capitalisation. Si vous avez un paquebot, vous savez les gros bateaux de croisière là qui polluent bien, et il y a beaucoup d'Américains gros dessus. Le paquebot il va doucement, mais il y a quand même très peu de chances qu'il se renverse. C'est-à-dire que le truc, il tient, il est très solide, il va à 2 à l'heure, mais par contre, à pas moins d'avoir un Titanic dans les années 1900, il y a quand même très peu d'histoires de paquebots qui se renversent. Maintenant, vous savez, les voiliers de vitesse, là, comment ça s'appelle? Des trimarans? Non, c'est pas du tout ça. Mais j'ai plus le nom. Mais vous avez des voiliers de vitesse, où les mecs font la course avec les voiliers, ça, c'est des trucs qui tracent, t'as 2 personnes maximum, le truc il est optimisé pour aller vite, il y a 0 confort, c'est fait pour la vitesse. Ça, forcément, il y a beaucoup plus de chances qu'il se renverse. Parce qu'il est plus léger, parce qu'il est plus volatile, on pourrait dire. Et l'équivalent de ça dans l'investissement, c'est la notion de capitalisation. C'est le poids d'un actif, le poids du bateau. Pourquoi Apple ne peut pas bouger et faire x30 concrètement? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec l'investissement, c'est évident, mais pour ceux qui commencent, c'est une vraie question. Pourquoi Apple ne peut pas faire x30 concrètement? Qu'est-ce qui fait que si j'investis dans Apple, j'investis 2 milliards, ça ne peut pas faire x30? Et bien tout simplement parce que le bateau, il est trop lourd. On dit que c'est trop capitalisé. La capitalisation, c'est l'ensemble, c'est la quantité cumulée d'argent qu'il y a dans un actif, d'investi dans un actif.
voyez ce que je veux dire? Si Apple vaut 3000 milliards, ça veut dire qu'il y a 3000 milliards de dollars qui sont investis sur Apple. Et comment on fait monter ou descendre un actif? Bah tout simplement, si on simplifie, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si j'investis beaucoup sur Apple, je vais prendre beaucoup d'actions, et donc je vais faire un peu... je vais rajouter du poids au bateau, et donc diminuer l'offre parce que j'aurais pris énormément, et augmenter la demande. Globalement, ça se passe comme ça. Bref, c'est très compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Sauf que si je rajoute 1 tonne, vous savez, les grosses enclumes là d'1 tonne sur un bateau de croisière, est-ce que le bateau il va couler ou il va plus s'enfoncer? Non, parce qu'il est déjà énorme. Ça va pas trop bouger. Par contre, si je rajoute 1 tonne sur un bateau de vitesse, là ça va beaucoup changer les choses. C'est exactement pareil. Donc votre notion de risk-reward, de risque-récompense, elle doit être directement corrélée à la capitalisation de l'actif dans lequel vous investissez. C'est vraiment la base, et j'ai pas envie de vous donner 1 milliard de notions techniques dans ce podcast, parce que c'est un podcast qui est destiné quand même à une population assez débutante, mais la notion de capitalisation, vous pouvez pas passer à côté. Quand vous allez regarder la courbe d'Apple, vous mettez Apple Chart ou Apple Courbe sur Google, vous allez avoir la charte et vous allez chercher Market Cap. Et vous allez voir combien pèse Apple. Après, vous allez comparer avec Bitcoin, vous allez comparer avec une autre crypto. Et comme ça, vous allez un peu estimer, ok, là, le market cap de Bitcoin, il est beaucoup plus faible, je crois que c'est 10 fois plus faible, si je dis pas de bêtises, que le market cap de Apple, ou 3 fois plus faible peut-être, je sais plus. Bref, il est plus faible que celui de Apple. Ok, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que il a un potentiel de hausse qui est plus haut, parce que le bateau est plus léger, mais par contre, il a aussi un potentiel de se faire démonter, d'aller plus bas, s'il y a beaucoup de gens qui vendent, qui est aussi plus élevé. Donc le risk-reward d'investir dans Bitcoin est plus haut que le risk-reward d'investir dans Apple. Et donc après, c'est pour ça que je dis que c'est à l'expérience, vous allez un peu surfer là-dedans, à droite, à gauche, et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ça, c'est la notion de risk-reward que vous devez vraiment implémenter avec la notion de capitalisation et avec un vrai lien vers les fameux objectifs que vous cherchez. Maintenant, on investit dans quels actifs? Maintenant qu'on connaît cette notion de risk-reward. Il y a plusieurs types d'actifs dans lesquels on peut investir, enfin il y en a des milliers en fait. Moi j'ai fait 4 grandes catégories, parce que j'estime que c'est les 4 grandes catégories qui sont les portes d'entrée vers l'investissement pour 99,9% des investisseurs. Ces 4 portes d'entrée, c'est quoi? C'est l'or, ou les métaux précieux, mais globalement l'or. C'est l'immobilier, c'est les actions, ou c'est les crypto-monnaies. Dans quoi on investit du coup? Est-ce qu'on investit dans l'or? Ou l'argent, ou les métaux? On peut. Réfléchissez un peu au risk-reward, à votre avis, de l'or. Si vous avez vu le podcast sur l'or, normalement vous avez une petite idée. Comment est le risk-reward? Là, quand vous vous dites comment est le risk-reward, la question sous-jacente, c'est comment est la capitalisation? Quelle est la capitalisation de l'or? Alors attendez, je vais faire une petite recherche rapide sur Google pour vous donner le chiffre exact. Capitalisation de l'or. L'or a une capitalisation qui s'élève à plus de 14 000 milliards de dollars. C'est un gros bateau. Un très gros bateau. Donc le risk-reward, il est faible. En investissant dans l'or, je prends peu de risques, mais par contre, je vais pas faire des x10 sur mon portefeuille en 2 ans. Même si l'or a pris 80% sur ces dernières années. Bref, je vous invite à aller voir le podcast sur l'or si ça vous intéresse. Là, ok, quel est le risk-reward? Donc, question sous-jacente, quelle est la capitalisation? Ok, on a la capitalisation. Donc là, vous voyez, les organigrammes, et là, on va vers une flèche qui va vers la droite. Quelle est la capitalisation? Ok, elle est très haute, donc risk-reward faible. Ok, maintenant, je fais un lien avec mon profil. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai aucune légitimité à vous dire si l'or est un bon investissement pour vous. L'or est globalement et historiquement un très bon investissement, mais pour vous, j'en ai aucune idée, parce que je ne connais pas votre profil. Il n'y a que vous qui connaissez votre profil. Donc là, vous allez juste devoir vous demander, ok, est-ce que le risk-reward assez faible colle avec mon objectif? Si par exemple j'ai prévu d'investir sur 40 ans et mon objectif c'est de ne pas perdre mon patrimoine de départ pour pouvoir assurer ma retraite sur 40 ans, l'or qui est un investissement très safe, qui dure depuis des décennies, je suis fou, des millénaires, littéralement, l'or existe depuis des millénaires et s'échange depuis plusieurs millénaires, l'or est donc un investissement extrêmement intéressant pour votre portefeuille. Si vous êtes un peu plus foufou et que vous voulez vous faire un patrimoine et prendre un peu plus de risques, quitte
à prendre aussi le risque de perdre votre argent, mais dans l'espoir de faire plus de profit, vous voulez faire par exemple x10 en 5 ans, ça va être compliqué avec l'or. Quand je parle de l'or, je parle des métaux précieux, on a aussi de l'argent, on a du platine, on a du palladium, on en a plein. Mais globalement, l'or est le métal précieux le plus connu. Donc l'or, pourquoi pas? En fonction de votre profil, c'est généralement un profil qui est réservé aux gens qui veulent investir pendant très longtemps parce qu'on dit que l'or est un actif antifragile. C'est-à-dire que sa valeur intrinsèque réside dans les périodes d'incertitude où l'or va être une très bonne réserve de valeur. L'or est la réserve de valeur ultime. C'est-à-dire que vous avez 1000 dollars, 1000 euros, vous voulez conserver cette valeur de 1000 euros, indépendamment de l'inflation, indépendamment de tout ce qui peut se passer, vous pouvez les mettre dans l'or et la valeur de l'or va être, enfin la valeur de vos 1000 euros va être conservée dans l'or. Donc l'or, très bon investissement pour les gens qui ont un profil assez safe parce que le risk-reward est faible. Ensuite, l'immobilier. Bon, l'immobilier avec 1000 dollars, je sais pas ce que vous pouvez acheter. Compliqué. Compliqué parce que, pour plein de raisons. L'immobilier avec 1000 dollars, c'est faisable si vous investissez dans des SCPI, si vous investissez dans des tokenisations d'actifs sur la blockchain. Enfin, c'est assez compliqué, c'est assez difficile d'accès. Et surtout, le rendement, il n'est pas non plus top. Avec 1000 dollars, vous allez faire des très faibles pourcentages. Et en plus, il y a peu de chances que vous ayez le principal intérêt de l'immobilier, qui est de posséder le bien, qui est la pierre. Vous savez, la plupart des gens disent, c'est pour ça que l'immobilier est aussi à la mode, c'est que ouais, moi je me sens à l'aise avec l'immobilier parce que je peux toucher ce dans quoi j'investis. C'est des gens qui sont un peu old school qui disent ça. Mais avec 1000 euros, compliqué, et l'immobilier a aussi un autre problème, c'est qu'il est assez illiquide. C'est-à-dire que l'or, par exemple, si vous achetez de l'or sur une plateforme d'échange, l'or est tellement liquide, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui s'échangent de l'or que vous pouvez vendre votre or à tout moment. D'accord? Il y aura toujours un acheteur. L'immobilier, c'est un peu plus compliqué, même si avec 1000 euros, vous investissez quand même dans des actifs qui sont assez liquides. Pour être honnête avec vous, c'est pas mon domaine d'expertise. C'est le domaine que je maîtrise le moins de l'ensemble. Mais bon, faut pas non plus être un expert pour dire qu'avec 1000 euros, investir dans l'immobilier, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on peut investir dans des cryptos? Oui, comme tous les actifs. Mais là, les cryptos, il faut prendre en compte que le risk-reward est beaucoup plus élevé. Donc ça va cibler des profils assez différents. D'accord? Il y a quand même certaines informations. Bitcoin valait 1 dollar il y a 12 ans. 14 ans à peu près, entre 12 et 14 ans. Maintenant, il en vaut 60 000. Là, vous dites, oui, mais ok, mais les cryptos, ça monte, ça baisse, oui. Il y a 15 ans, en 2015, Bitcoin valait à peu près 1000, 2000 dollars. Là, il en vaut 60 000. Bitcoin, si on lisse et si on prend, vous savez, la courbe logarithmique d'évolution, Bitcoin ne fait que monter. Ça ne veut pas dire que Bitcoin monte, parce qu'il y a une notion d'investissement qui dit que les performances passées ne conditionnent pas les performances futures, mais ça veut dire que Bitcoin fait partie des actifs qui, oui, ont un gros risque, mais les récompenses sont très élevées. Et j'ai envie de dire que si on va un petit peu plus loin, ce qu'on recherche en investissement, c'est une asymétrie entre le risque et la récompense. Vous savez, c'est très symétrique, le risque et la récompense. Pourquoi? Parce qu'on dit que la plupart des actifs sont pricés. Pricé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un point de vue mathématique, la récompense potentielle est toujours très proportionnelle au risque que vous prenez. Là, pour Bitcoin et pour les cryptos, c'est un peu différent. Du fait de la jeunesse de Bitcoin et des cryptos, il y a quand même une asymétrie qui règne, selon moi, où les récompenses potentielles, je dis bien potentielles, sont selon moi, c'est subjectif, ça se débat, mais bref, sont selon moi plus hautes que le risque qui est pris en investissant dans Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Donc, la crypto-monnaie, pour ça, a un ratio de risk-reward qui est beaucoup plus élevé, mais qui est aussi asymétrique et qui est très intéressant de ce côté-là. Par contre, oui, la crypto, il faut être accroché. Vous avez aussi un potentiel de perdre votre patrimoine, qui est beaucoup plus élevé qu'avec l'or. L'or existe depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, comme je l'ai dit, et c'est très différent comme investissement. L'or sera encore là dans 100 ans, c'est sûr et certain. La crypto, on ne sait pas.
peut se passer mille et une choses. Pourquoi? Parce que la crypto n'a que 16 ans. Donc on accepte d'investir dans un actif qui n'a que 16 ans. Et en fait, c'est pour ça que au final, on peut le voir d'un autre aspect et dire qu'il n'y a pas tant d'asymétrie parce que dans le risque qui est pris, on prend aussi en compte que Bitcoin et les crypto-monnaies sont très très jeunes. C'est pour ça que la récompense est très haute. Bref, ça se discute pendant des heures, mais toujours est-il que la crypto est un investissement qui peut être cohérent, même dans un portefeuille dit safe, entre guillemets. Toujours est-il qu'il faut sélectionner les bonnes crypto-monnaies et il faut qu'elles soient bien en accord avec votre profil. Par contre, je vous dirais que dans la crypto-monnaie, il y a quand même une nécessité de se former un petit peu plus que pour l'or. Pourquoi? Parce que l'or a des cycles de vie, a des cycles de performance de l'actif qui sont assez longs, qui se basent sur des dizaines d'années. Donc vous investissez dans l'or, oui, vous avez des petites fluctuations, mais globalement, vous voyez un peu le pattern, le schéma qui se dessine, j'ai dit qui se déguise. La crypto, les cycles sont courts, c'est des cycles de 4 ans, 5 ans. Donc si vous n'êtes pas formé, vous allez voir Bitcoin monter, vous allez vous dire, oh, Bitcoin ça monte, et en fait vous allez voir Bitcoin descendre très très vite, en l'espace de 2-3 ans. Et si vous comprenez pas, si vous n'êtes pas formé que les crypto-monnaies sont cycliques sur des cycles très courts, vous allez peut-être paniquer et vous dire, oh, Bitcoin c'est fini, comment ça marche, etc. Pourquoi ça fait ça? Quelles sont ses performances? Est-ce que ça va remonter? C'est compliqué. Donc la crypto, et j'ai envie de vous dire, les investissements globalement à risk-reward élevé nécessitent beaucoup plus de connaissances. Donc éventuellement, Bitcoin, Ethereum, peut-être un petit peu d'altcoin, les autres crypto-monnaies, peuvent être intéressants dans un portefeuille, soit un petit pourcentage d'un portefeuille long terme, soit un plus gros pourcentage d'un portefeuille pour les personnes un peu plus débutantes. Ensuite, les actions. Alors les actions, c'est globalement la même réponse que les cryptos, mais avec un petit peu moins de volatilité. Les actions existent depuis globalement plus d'une centaine d'années, ont montré des très belles performances. Le S&P 500, si on dézoome, le S&P 500, c'est l'action qui condense les 500 plus grosses entreprises américaines. Bah, ça n'a fait que d'augmenter en 30 ans, globalement. Oui, il y a eu des baisses, mais la valeur a augmenté. Les actions, c'est pareil. C'est que vous avez des très grosses actions, plus grosses que Bitcoin. Vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Tesla, si vous voulez, etc. Qui sont des actions qui proposent des rendements extrêmement intéressants avec un risque un petit peu moins élevé. Pourquoi? Parce que le bateau est plus gros. Et vous avez aussi des actions un petit peu plus petites, voire beaucoup plus petites, dans lesquelles vous pouvez investir. Ce qui est intéressant avec les actions, c'est que si vous avez ce qu'on appelle un edge, si vous avez... je suis désolé de faire ça, de chercher la traduction en français alors que je parle en français. Si vous avez un avantage personnel sur les autres dans un certain secteur, par exemple, vous travaillez dans l'électricité, vous êtes électricien, et du coup, vous savez un peu comment fonctionnent je sais pas, j'ai n'importe quoi, les stocks d'uranium parce que vous avez bossé en centrale nucléaire, j'en sais rien. Là, vous pouvez avoir vraiment une grosse valeur ajoutée sur vos connaissances dans les actions parce que vous allez être beaucoup plus au fait de ce qui se passe dans le milieu de l'uranium et vous allez pouvoir investir dans les meilleures entreprises d'uranium. Donc, les actions, je trouve que c'est très intéressant si vous avez cette edge, si vous avez cette plus-value, vous travaillez dans la santé, vous savez quels sont les besoins, vous travaillez dans la technologie, enfin bref, j'en sais rien. Allez là-dedans, allez dans ces directions, allez vous former et allez approfondir les milieux dans lesquels vous êtes bon. N'investissez que dans ce que vous êtes bon, d'accord? Et investissez aussi, si c'est possible, là où vous vous sentez à l'aise et là où vous pensez que, bah même par rapport aux traders de Wall Street, aux gens qui sont professionnels, vous avez un avantage, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, j'en ai pas personnellement. Je suis pas spécialement d'endroit dans les actions où je suis un petit peu plus à l'aise que les autres et où je vais pouvoir analyser un peu mieux. Non, pas grave. Mais si vous en avez, allez-y. Et là, les actions sont très intéressantes. Mais globalement, les actions sont des bons investissements, sont des investissements cohérents, sont des investissements intéressants qui rentrent très très bien dans tous les portefeuilles. C'est la grosse plus-value des actions. Les cryptos, il y a quand même une notion de risk-reward très élevée, même pour le plus gros qui est Bitcoin. Les actions, ça s'inscrit dans un portefeuille long terme. Si vous voulez acheter du S&P 500, du Nasdaq, etc., on rentrera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ça s'inscrit dans un portefeuille un petit peu plus risqué si vous voulez aller dans certaines actions un peu moins capitalisées.
Ça s'inscrit dans un portefeuille personnalisé. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez personnaliser votre portefeuille en fonction de votre profil. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez un edge dans un certain secteur, et là, vous pouvez aller dans les actions et dire, OK, moi, je vais investir dans les actions d'entreprises d'uranium parce que j'ai travaillé dans l'uranium pendant 10 ans, je sais ce qui se fait. Allez-y, foncez, allez vous former là-dedans. Et c'est un peu couteau suisse, les actions. Donc, c'est très intéressant dans cette notion. On peut regarder maintenant les actifs phares, les gros actifs. Où vous vous dites, ok, oui, bon, t'as dit l'or, l'argent, t'as dit les actions, t'as dit les cryptos, mais concrètement, c'est quoi? Là, t'es en train de dire les classes d'actifs. Pour moi, les actifs phares, c'est le S&P 500 pour les actions. Le S&P 500, je vous l'ai dit, c'est un condensé des performances des 500 plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation. Donc, c'est globalement un actif qui s'inscrit dans un portefeuille assez safe. Le risk-reward est quand même assez faible également. Mais c'est un actif qui a montré beaucoup de grosses performances. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps Warren Buffett qui avait dit dans une interview que s'il mourait, je dis bien si, hein, quel âge a ce mec 130 ans, que s'il mourait, sa femme devait mettre l'entièreté de sa fortune dans le S&P 500, ou 80% dans le S&P 500, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il estime que c'est peut-être l'investissement avec le risk-reward le plus intéressant si on a un gros portefeuille. Donc le S&P 500, toujours une très belle valeur sûre. Ensuite, on a le Nasdaq, si on veut aller un tout petit peu plus bas dans la courbe de risque. Le Nasdaq, c'est la même chose, mais avec les 100 plus grosses entreprises. Donc, vous diminuez l'échantillon. Il y a des entreprises un petit peu plus tech dans le top 100, parce qu'en ce moment, c'est la tech, c'est Apple, c'est Microsoft, c'est Nvidia, c'est Intel, etc. Donc, le Nasdaq a un risk-reward un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que vous avez mon échantillon. Donc, si par exemple, il y a un gros problème chez Apple, bah, ça va faire bouger le bateau. Et vous vous exposez quand même un petit peu plus à la tech, aux entreprises tech. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est à voir, il y a la montée de l'IA, etc. Ça se discute, mais le Nasdaq 100 est toujours très intéressant. Vous avez aussi le MSCI World, qui est l'évolution du S&P 500, donc de l'autre côté, qui est un actif qui va pondérer beaucoup plus d'entreprises et de manière mondiale cette fois, pas forcément américaine. Donc les gros actifs phares, c'est MSCI World, S&P 500, Nasdaq pour les actions. On a ensuite, évidemment, l'or, le gold. Je ne vais pas revenir dessus, Milan, on en a parlé. Et ensuite, on a, de ce que j'ai noté, Apple, Tesla, Nvidia, qui sont pour moi les 3 grosses entreprises du moment phares et les 3 grosses actions phares. En crypto-monnaie, on a Bitcoin et Ethereum. Et globalement, vous êtes déjà pas mal. Si vous venez de rentrer dans l'investissement, encore une fois, ce podcast il est plus réservé aux personnes nouvelles dans l'investissement. Vraiment, si vous voulez que je vous donne des devoirs et que vous allez faire un petit tour, allez voir les charts, parce que je trouve que, petite parenthèse, mais trop peu de gens qui débutent vont voir l'évolution des courbes. Allez faire un tour, juste par curiosité. Juste vous regardez, voilà, vous faites un petit tour. Oh, ça a monté en 2012, ok, pourquoi? Ah, il y a eu une crise en 2008, ok, je vais aller voir comment ça s'est comporté. Allez voir, soyez curieux sur ça, sans analyse, sans rien, juste regardez l'évolution du S&P 500, du Nasdaq, de l'or, de Apple, de Tesla, de Nvidia, de Bitcoin. Ça prend 1 heure, hein, globalement. Et vous comparez un peu. Ok, Bitcoin a bien monté, mais quand Bitcoin a bien monté, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'or? Oh, ok, il y a une petite corrélation. Ah, par contre, le S&P 500, c'est un peu différent. Oh, quand l'or monte, le S&P 500 diminue. Pourquoi? Ah, ok, je crois que je comprends que en période de croissance économique, bah, les gens n'ont pas envie d'aller vers l'or parce que l'or est une réserve de valeur, mais vu qu'il y a une croissance économique, ils n'ont pas besoin de protéger leur valeur, donc ils vont vers des actifs comme les actions. Par contre, quand ça devient un peu chaud, ils reviennent vers l'or et les actions diminuent, donc il y a une corrélation inverse, ok. Donc investir dans l'or et dans les actions peut potentiellement être intéressant si je veux lisser mon risque, comme ça je m'expose un peu aux deux, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ces démarches, même si c'est des démarches entre guillemets bas de gamme. C'est normal, on est au début. Mais allez voir, soyez curieux, comparez. Surtout, comparez. S&P 500, Nasdaq, MSCI World, Gold, allez, Silver si vous voulez, l'argent, Apple, Tesla, Nvidia, Bitcoin. Est-ce que j'en oublie? Ethereum. Donc, là, évidemment que je ne peux pas vous donner un portefeuille type avec 1000 euros. Pourquoi? Parce que j'espère que vous avez compris que ça dépendait vraiment de votre profil. Mais, sachant qu'on a dit qu'il fallait mettre 5 actifs maximum,
Je vous ai montré les actifs les plus connus. Il y en a combien? S&P 1, Nasdaq 2, Gold 3, Apple, Tesla, Nvidia 6, Bitcoin 7. J'en ai donné une dizaine en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est aller voir ces 10 actifs et potentiellement vous faire un premier portefeuille. Un premier portefeuille de 5 actifs en vous disant, ok, je mets 200 € sur le S&P, je mets 200 € sur l'or, j'ai envie d'un peu plus d'exposition, je mets 200 € sur Bitcoin et je mets 200 € sur Apple et Tesla. Rien que ça. Et vous avez un portefeuille qui est propre. Et j'ai vu trop de podcasts d'optimisation, etc. Bien sûr qu'il y a des milliers de façons d'optimiser. De toute façon, on va creuser dans ce podcast. Mais là, on parle de port d'entrée. Et dans une porte d'entrée, il faut simplement comprendre comment on investit. Il faut simplement comprendre pourquoi on investit dans tel ou tel actif. Et j'ai même envie de vous dire pourquoi on investit dans telle classe d'actifs. Pourquoi j'investis dans les métaux précieux. Quel est l'intérêt des métaux précieux? Vous allez sur ChatGPT, vous demandez quel est l'intérêt d'investir dans des métaux précieux. Il va vous dire les métaux précieux sont des refuges contre l'inflation, etc. Ok. Maintenant, pourquoi vaut-il mieux investir dans le S&P 500 que le Nasdaq ou inversement? Là, il va vous parler de la notion de risk-reward, etc. Et là, vous commencez à comprendre. Mais on est obligé de passer par là. Donc, prenez les 10 plus gros actifs, comprenez-les. Mais n'oubliez pas que ces 1000 € servent de port d'entrée et que l'objectif est de faire les choses très simples et les utiliser pour se former. Vos 1000 € servent à vous former. Pourquoi? Parce que ils ont une vraie importance dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais j'ai pas assez d'argent pour investir, etc. Alors, bon, il y a ceux qui ne peuvent pas investir, mais quand les gens disent pas assez d'argent, il y en a certains où c'est en gros genre j'ai que 2000 € de côté, je ne deviendrai jamais riche avec 2000 €. C'est vrai. Par contre, quand, imaginons que tu aies un bon salaire, un héritage, je sais rien, que tu auras 20 000, voire 200 000, bah tu ne sauras pas les investir. Parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire avec 1000 € et tu seras stressé et tu les investiras pas. Ou alors tu les perdras. Donc ces 1000 € servent à faire des expérimentations et à mettre le premier pied dans l'investissement pour ensuite potentiellement gérer des plus grosses sommes. Mais vraiment, gardez en tête que vous ne saurez pas gérer 10 000 € si vous n'avez pas appris à gérer 1000 €. C'était le petit podcast de comment investir ses 1000 premiers euros. J'espère que ça vous a plu. C'était majoritairement destiné aux débutants. On pourrait faire ça avec 100 000 €. Ça serait intéressant. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir 100 000 € à investir, mais ça aide aussi à avoir une vue d'ensemble. Et pourquoi j'ai fait ce podcast qui est, je trouve, assez simple et qui, pour certaines personnes, n'apporte pas grand-chose parce que je pense que certaines personnes sont déjà bien à l'aise avec ça, c'est que l'idée de faire ce podcast, l'idée de faire Investia, c'est d'amener tout le monde, de prendre tout le monde et de les amener vers un niveau dans l'investissement qui est suffisant pour être autonome. Et le problème des podcasts, je trouve, d'investissement, c'est que il y a une mouche sur le micro, c'est un peu chiant. Le problème des podcasts d'investissement, je trouve, c'est que la plupart des podcasts sont archi durs et t'es là, genre ouais, mais en fait, j'arriverai jamais à faire ça et de toute façon, ils sont trop réservés à des gens trop deep. Donc j'ai eu envie de compenser. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épisodes plus durs, de toute façon il y en a déjà eu, mais ça veut dire que l'objectif c'est de rafler et que je sois le prof d'économie et d'investissement que vous n'avez jamais eu et que je n'ai jamais eu, je l'espère en tout cas. Je vous rappelle que rien dans ce podcast n'est un conseil en investissement. Le conseil en investissement est illégal si on n'a pas de licence. Je n'ai pas de licence de conseiller financier. Ce ne sont que des informations et derrière, vous ne devez pas bêtement recopier ni me considérer responsable pour vos pertes ou pour vos gains, peu importe. C'est simplement un podcast d'éducation et de divertissement. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Je vous souhaite un très bon dimanche. Enfin, dimanche, on est dimanche quand je tourne ce podcast, mais je vous souhaite une très bonne semaine, journée, soirée, peu importe. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Ciao les potes.